Le 11 mars 1993, les Serbes permettent au général Morillon d'entrer à Srebrenica avec un convoi d'aide humanitaire. Pour 40 000 personnes, c'est mieux que rien. Il fait froid et il y a de la neige. Morillon arrive en pleine nuit dans son transport blindé. Il voit encore les colonnes de réfugiés qui, sur son conseil, se déplacent vers Srebrenica. Il voit les enfants mourir dans un froid glacial, moins 20 degrés. Et il frissonne dans la chaleur de son blouson militaire. Misère, misère noire. Ce qui arrive de dehors était un miroir pour ceux qui les accueillaient. Il voit toute cette misère et il a peur.
reviens tout de suite. Toi, tu ne bouges pas d'ici. Si tu ne fais rien pour nous. Des aides humanitaires, bien sûr. Toi, tu ne bouges pas d'ici. Mais je reviens avec des renforts. Toi, tu ne bouges pas d'ici. Mais je te dis que je reviens. Toi, tu ne bouges pas d'ici. Calmez-vous, calmez-vous. Calmez-vous et réfléchissons. Il était entouré par des femmes qui criaient et qui pleuraient. L'une d'entre elles crachait. Elle ne disait rien, elle crachait. Et c'était tout. D'autres étaient allés se jeter sous les roues des transports blindés afin qu'ils ne puissent pas sortir de la ville. Pourquoi le monde n'a-t-il pas honte? Tu sens maintenant, général, tu veux rentrer chez toi? Pourquoi toi, tu peux rentrer chez toi? Moi, ça fait 2 mois que je ne suis pas rentré chez moi. Dis-moi, général, qu'est-ce qu'on ressent quand on est assiégé? C'est quoi la mauvaise odeur que tu sens maintenant? Toi, tu ne bouges pas d'ici. C'est clair? Le général passe toute la nuit à penser. 40 cigares. Toute la nuit à penser. Mais comment je vais faire, moi, putain, pour me sortir de cette situation de merde dans laquelle je me suis fourré? Langage de caserne. En pleine nuit, il lui vient une idée. Mais tu as un drapeau de l'ONU. Je vais leur faire une promesse. Pas du genre, je reviens tout de suite, non. Une promesse avec des grands mots. À l'intérieur de la promesse, genre ONU, justement, puisqu'ils y croient tellement. Le 12 mars, au matin, sur le balcon de l'hôtel des postes de Srebrenica, flotte le drapeau de l'ONU. Il n'y avait pas été de même morte, le général Morillon. Il avait changé en une nuit la politique mondiale de l'ONU. Le principe d'impartialité, selon lequel l'ONU ne se range du côté d'aucun des partis en cause. Il avait promis à une île musulmane, dans un océan de Serbes, que les troupes de l'ONU la protégeraient. Nous ne vous abandonnerons pas! À côté de ce jour, Srebrenica est sous la protection de l'ONU. C'est grâce à cette promesse que le général réussit à quitter la ville à la tête d'une caravane de 600 pauvres diables qui s'enfuient de l'enfer. Il reste encore 40 000 personnes. Proclamée zone protégée, Srebrenica s'est transformée en véritable camp de concentration. Plus personne ne pouvait en sortir ou y entrer. Les convois de nourriture et de médicaments n'arrivaient que si les Serbes de Bratunac voulaient bien les laisser passer, après avoir prélevé pour eux-mêmes ce qu'il y avait de plus précieux. Les Tchétniks ont recommencé à pilonner Srebrenica, grignotant le territoire de la zone protégée.
Ecco. Pour la population de Srebrenica, les jours les plus noirs sont venus au début du mois de juillet 1995, quand les Tchétniks ont lancé une nouvelle offensive pour prendre la ville. Ils savaient que ce serait facile, puisque les hommes de Srebrenica avaient été désarmés par les forces des Nations Unies. Jusqu'au 11 juillet, nous avons espéré que la communauté internationale se porterait à notre secours. Mais l'aide n'est pas venue. Quand les soldats hollandais ont commencé à battre en retraite devant les Tchétniks, nous avons compris qu'elle ne viendrait jamais. Ce jour-là, la population s'est dirigée vers la base de la Fort Pronu à Potokari, dans l'espoir d'y trouver protection. Le moment est venu pour notre famille de partir. Nous avons décidé de nous séparer. Mon mari et l'un de mes fils gagneraient la forêt, tandis que je rejoindrai la base de la Fort Pronu avec notre fils et notre fille de 6 ans. Il est difficile de décrire ce que nous avons ressenti lors de la séparation. Le plus pénible pour nous deux fut le moment où mon mari et mon fils dirent au revoir à la petite Tsitsa. Le soir, les camions sont passés sur la route, allant vers Srebrenica. Les gens murmuraient qu'ils transportaient des cadavres. Le lendemain, j'ai pris place dans un autobus. De temps en temps, je relevais la tête pour voir où l'on nous emmenait. Le long de la route, dans un village que je ne connais pas, j'ai vu 3 hommes égorgés. Des essaims de mouches s'acharnaient sur les cadavres.
Après la guerre, c'était très difficile pour Tin, mon fils, de ne pas voir son père auprès de lui. Il avait atteint un âge où il désirait désespérément avoir un père, quelqu'un qu'il respecterait, avec qui il ferait des choses, dont il serait fier devant ses amis. Eux avaient un père, mais pas lui. Il est devenu de plus en plus aigri et a finalement arrêté de demander de ses nouvelles. Au moment où les exhumations ont commencé, j'avais déjà appris que mon mari faisait probablement partie des hommes exécutés. Je l'avais caché à Tin. Mais avec les articles qui paraissaient dans la presse sur les exhumations, j'ai été obligée de lui dire quelque chose. Donc j'ai dit à Tin que peut-être il devait s'attendre au pire. Puis un jour, un docteur m'a appelé pour savoir si j'avais les dossiers médicaux de Tomislav. J'ai trouvé une radio d'une vieille fracture du bras et par chance, son dentiste avait conservé son dossier dans ses fichiers. Tout correspondait parfaitement. Par miracle, mon mari a été l'un des premiers à être identifié. Le docteur m'a demandé de ne pas en parler avant que l'on puisse organiser une cérémonie en l'honneur des victimes. J'ai allumé 2 bougies, une pour l'homme qui était mort avec mon mari et l'autre pour l'homme qui était le père de Tin. J'ai dit à Tin ce que j'avais fait. Je crois pouvoir dire qu'il a compris. Mais cela n'a pas été facile. Cela fait 5 ans que je pleure la mort de mon mari. Maintenant, avec Tin, nous pleurons celle de son père. Is better.